de suite, on va accueillir nos autres invités pour la table ronde. Françoise Gris, qui est présidente de Manpower Group France et Europe du Sud. Rodolphe Roux, qui est directeur digital du groupe SEB. Et Mathieu Prudhomme, qui est directeur du contentieux Internet au cabinet Alain Bensoussan. Voilà, on peut les applaudir. Tiens, j'ai une première question. Juste Isabelle Fac-Pierrotin qui vient de tomber là avec Evenium. La CNIL travaille-t-elle avec Facebook et Twitter ? Bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, on a des échanges très réguliers avec Facebook et Twitter, avec Facebook notamment. Ce sont des échanges qui nous permettent de voir comment est-ce que Facebook peut notamment améliorer justement cette prise en compte du cadre juridique existant. Donc nous travaillons sur la conformité croissante de Facebook à toutes ces règles existantes, dans un souci, comment vous dire, de grand pragmatisme. Il ne s'agit pas d'avoir une réflexion un petit peu théorique sur les principes. Si vous travaillez aussi avec Google. Avec Google aussi. Avec Google, nous travaillons avec Google, bien sûr, puisque vous savez que Google vient d'annoncer une nouvelle politique relative à sa vie privée et que la CNIL est mandatée par les 27 autorités européennes pour se livrer à un examen assez approfondi de cette nouvelle politique vie privée. Donc, bien sûr. Alors, nous allons aborder deux thèmes majeurs dans cette table ronde qui va être assez courte parce qu'on a un duplex avec Paris et le CIGREF. Une première partie, on va plutôt parler des réseaux sociaux dans l'entreprise et puis ensuite on parlera plus des réseaux sociaux à l'extérieur de l'entreprise. Réseaux sociaux dans l'entreprise, je me tourne vers vous, Françoise Gris. Donc vous êtes présidente de Manpower Group France et Europe du Sud. Vous avez longtemps aussi dirigé IBM. Vous connaissez ce monde très bien. Vous connaissez très bien ce monde de la high-tech. Aujourd'hui, les réseaux sociaux dans l'entreprise, là où ça marche, parce que ça marche pas partout et même pas... Alors ça ne marche pas partout, mais ça marche vraiment, j'allais dire, pour apprendre d'une façon générale. Et ce que je mets dans apprendre, c'est aussi accéder à l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin et pour l'utiliser à bon escient. Ça sert à apprendre aussi en s'appropriant un certain nombre de contenus parce que lorsqu'on on écrit sur les choses, on les apprend régulièrement. Donc ce qui fonctionne, ce sont des communautés métiers, des communautés à l'intérieur des organisations pour partager un certain nombre de recettes, d'informations, de savoir-faire, de guides à l'intérieur du dédale en général d'informations qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que ça marche aussi dans le domaine de la gestion des talents, dans les ressources humaines? Est-ce que là on voit des choses aussi qui... Alors c'est déjà plus seulement à l'intérieur de l'entreprise, puisque là on est vraiment à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Bien sûr, on commence à travailler sur ce que sont les compétences à l'intérieur de l'entreprise, comment on va les normer ou les repérer dans leur évolution différemment d'avant. Avant, on essayait de les mettre dans des cases, on essayait de les mettre dans des bases de données. En général, les bases de données n'étaient jamais à jour. Finalement, qu'est-ce qu'il y a mieux que ce que les individus eux-mêmes mettent à jour en matière de compétences et puis ce qu'ils font, ce qu'ils publient, ce à quoi ils participent, c'est évidemment un certain nombre d'indications sur leurs compétences. Donc on commence à voir des vrais systèmes et surtout un vrai usage des réseaux d'entreprises pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de où sont les compétences et comment on peut y accéder. On verra si on a le temps de reparler de tout ça, parce qu'il paraît que les CV commencent, enfin les profils des réseaux sociaux commencent à remplacer parfois les CV, parce qu'on en apprend plus. Ça c'est l'extérieur, c'est-à-dire qu'évidemment tous les recruteurs de la Terre, et en particulier à l'intérieur de Manpower Group, utilisent très largement les réseaux sociaux pour identifier des profils, bien sûr. Alors, vous allez conserver le micro. Comment ça s'organise dans les entreprises ou chez vous, là où ça fonctionne? Parce que c'est compliqué. On contribue au réseau social de l'entreprise, mais ça veut dire, alors on n'a pas ça forcément dans ses objectifs de fin d'année. On peut être un contributeur parce qu'on aime ça, mais en même temps, ça prend du temps sur son travail de tous les jours. Est-ce qu'on peut être rémunéré, enfin, pas forcément en espèces sonnantes trébuchantes? Alors ça marche très bien et de façon très naturelle dans toutes les organisations qui sont des organisations techniques et où de façon assez naturelle, on a l'habitude, les ingénieurs ont l'habitude de produire, les consultants, d'exprimer ce qu'ils font. Donc ça, on a besoin d'encourager un peu, mais on n'a pas besoin d'avoir des vraies motivations, des vrais incentives, comme on dit dans la vraie vie.
Dans des organisations comme un peu plus organisées, de services, comme chez Manpower par exemple, il faut y mettre effectivement un peu de motivation. Et la motivation n'est pas en tous les cas pécuniaire. Elle est d'abord être reconnue dans son métier et dans son expertise. Donc pour atteindre un certain nombre de niveaux dans l'organisation, pour être promu, il faut être visible dans sa capacité à communiquer son savoir. Et finalement, ce n'est jamais que la modélisation de choses qu'on a toujours faites. Le senior, celui qui savait mieux faire que les autres, il était repéré par son entourage dans sa capacité à transmettre, à coacher, à informer les autres. Et c'est juste une modélisation de ça qu'il faut mettre en place au travers de ces communautés d'apprenants. Et l'exemple doit venir d'en haut? Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être impulsé par la direction générale? Bien sûr, et les freins sont très largement dans le management intermédiaire ou dans le patron qui ne sait pas ce que c'est que les réseaux sociaux, mais parce que l'usage approfondi de ces sujets est moins répandu qu'on ne l'imagine. On est là dans un groupe qui sait. C'est évident, j'écoute les débats et tout le monde est persuadé qu'on passe notre vie tous dans les réseaux sociaux. La réalité des entreprises, c'est que ce n'est pas le cas. La plupart des managers touchent peu aux réseaux sociaux. D'abord, ils sont absolument persuadés que c'est un outil uniquement pour les Gen Y, alors que l'âge moyen sur Facebook est très largement plus mature que les teenagers. Et donc, les freins vont venir de tous ces gens qui vont se sentir bousculés dans leur savoir, bousculés parce que tout d'un coup, la matière, l'information, le savoir va être beaucoup plus diffus dans l'organisation, et puis parce qu'ils vont se sentir sur le côté. Et ça, c'est le sujet, évidemment, qu'il faut adresser en priorité, faire qu'on dédramatise, on apprivoise ces outils à l'intérieur de l'entreprise. Parler du manager 2.0. Je parle du manager de proximité et puis le manager du manager. Rodolphe Roux du groupe SEB. Parlons juste 2 minutes de l'interne. Chez vous, chez SEB, comment ça se passe dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux d'experts dans différentes technologies que vous pouvez... Parce que SEB, il faut le rappeler, c'est combien de marques? C'est 24 marques dans le monde, c'est 83 pays, 4/5 de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Et donc, on a 23 000 personnes dans le monde. Je crois qu'il y a 83 pays, mais il doit y avoir 80 nationalités différentes. Donc, quand on doit en effet mettre en place des process ou mettre en place des choses en interne, on doit être en multilangue. On a des contraintes juridiques qui ne sont pas les mêmes quand on est en Chine, en Corée, aux États-Unis, dans les pays de l'Est, par exemple. Et donc, en effet, on a mené un certain nombre de choses. Alors, en interne, moi d'abord, je suis arrivé dans le groupe SEB il y a 1 an. Depuis ce matin, j'entends plein d'interventions. Je voudrais juste faire ce préambule parce que je pense que c'est assez important. D'entrepreneurs. Moi, j'étais un entrepreneur du web. Donc, j'étais chef d'entreprise plusieurs fois. J'ai vendu des entreprises à des groupes de communication. Et il y a 1 an de cela, en fait, on m'a proposé quelque chose que j'avais jamais fait, qui était en effet de rentrer dans une organisation internationale pour devenir monsieur digital. Donc mon rôle, il est transversal en interne et en externe. Donc sur le sujet de l'interne, on m'a demandé de travailler. Et anecdotiquement parlant, moi, il y a 1 an, je venais juste d'arriver. Un jour, je vois sur mon Outlook, je vois une réunion, il y avait marqué le risque des réseaux sociaux. Alors je me dis, bon, chouette, je me rends dans cette réunion, je connaissais personne, je venais d'arriver, ça faisait 1 semaine que j'étais là. Et là, je vois autour de la table 20 personnes. Oula, je me dis, je connaissais évidemment pas les fonctions, pas les prénoms, etc. Et en fait, je me rends compte que je suis dans une réunion qui est une réunion de crainte, qui est il faut qu'on arrête Facebook dans l'entreprise, il faut qu'on arrête de donner la connexion parce que on a les collaborateurs qui s'expriment sur l'entreprise, qui s'expriment sur leur manager, on a des collaborateurs qui peuvent prendre des photos de nos produits en termes d'innovation qui sont des produits de demain et donc on n'a pas envie de mettre dès aujourd'hui rendre visible à tout le monde. Et ça a été très instructif parce que j'ai laissé parler tout le monde, donc il y avait à peu près tous les niveaux d'entreprise. Vous avez dit il faut tout ouvrir. Alors, il y avait le juridique, il y avait le commercial, il y avait les RH, et moi je leur ai dit à la fin, je leur ai dit bon, on va juste se dire une chose. Alors c'est peut-être limité, mais pour nous, l'interne, c'est des bonnes pratiques, c'est-à-dire que vous aider à bien utiliser les réseaux sociaux, c'est une chose. Maintenant, on a considéré, et j'ai considéré que Facebook, c'est du domaine privé, et que la responsabilité de chacun,
est engagé. C'est-à-dire chacun doit, à titre individuel, se maîtriser dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas à l'entreprise de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors ça permet de rebondir vers Mathieu Prudhomme du cabinet Alain Soussan. Est-ce que dans les contrats de travail, aujourd'hui, on va parler toujours de l'interne, on va juste après, on va parler de tout ce qui peut être social, CRM, enfin, quand on sort de l'entreprise. Est-ce que dans les contrats de travail, aujourd'hui, il faut indiquer aux salariés sa façon de s'exprimer dans les réseaux sociaux, ou alors est-ce que c'est entre les lignes, dans des paragraphes qui existent déjà, où on doit le respect à l'entreprise, à ses managers? Les décisions de jurisprudence récentes montrent l'entreprise a tout intérêt, évidemment, et elle est légitime à le faire, à réguler l'utilisation des réseaux sociaux, des médias sociaux par ses collaborateurs. Soyons pragmatiques, soyons pratiques. Il n'est pas nécessaire d'intégrer ces éléments-là dans chacun des contrats de travail. Évidemment, ça doit être intégré dans des outils de l'entreprise. Je pense que le plus approprié, c'est une charte, c'est de l'évolution de la charte des systèmes d'information associée au règlement intérieur. Soyons clairs, la différence avec le contrat de travail, c'est que au niveau du règlement intérieur, ça fait partie du pouvoir réglementaire de l'employeur et on n'a pas à demander l'accord de chacun des salariés. Il y a une contrepartie à cela, et c'est que les principes qu'on va mettre en œuvre doivent être proportionnés aux atteintes aux libertés individuelles des personnes. Donc il est légitime, par exemple, on évoquait tout à l'heure, est-ce que le salarié a le droit ou non d'utiliser Facebook à partir de son poste de travail? Je crois qu'on peut maintenant aller un peu plus loin, et l'entreprise, elle est légitime à réguler l'expression du salarié à propos de l'entreprise et à propos des équipes en dehors de l'espace de travail. Et ça, c'est important. Isabelle Falque-Perrotin le rappelait, les frontières de temps et d'espace entre le professionnel, le privé, elles ont explosé. Donc l'entreprise doit également protéger son patrimoine informationnel en dehors de l'entreprise. Donc en conclusion, il est certain que l'entreprise a tout avantage à poser des règles du jeu, à les faire appliquer, à les contrôler, mais le message à faire passer, je pense, et je rejoins Françoise Gris là-dessus, c'est qu'il y a une sensibilisation. Poser des règles, poser des sanctions en cas de non-respect des règles, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas une sensibilisation et un partage au niveau de ces règles, évidemment. Oui, parce que Françoise Gris, on a un peu peur quand on voit ce que les gens sont capables de mettre sur Facebook, qui sont des données personnelles, alors quand c'est les données de l'entreprise, parfois on est un peu moins soucieux. Oui, et c'est pour ça que je dirais que le vrai endroit où il faut parler de ça, une fois qu'on a formé et qu'on a expliqué, c'est la charte éthique. Alors, toutes les entreprises n'en ont pas, mais je pense que c'est utile d'en avoir, parce que le sujet, c'est moins, et ça peut être bien sûr le contenu des systèmes d'information, les données de l'entreprise, mais le plus grand des risques, c'est le comportement du collaborateur, et on va toucher au sujet de l'irréputation sans doute. C'est le comportement du collaborateur. Quand vous avez une organisation, un bureau au fin fond du Massif central, vous ne savez pas trop ce qui s'y passe. Et votre collaborateur peut effectivement dire pique-pendre sur son entreprise. Vous ne le saurez peut-être pas. Ce qui se passe évidemment avec les réseaux sociaux, c'est que tout ce qui existe déjà dans l'entreprise prend une ampleur, un impact, une vitesse totalement différente. Et du coup, on s'en préoccupe. Mais les règles fondamentales sont des règles de comportement, de réputation et du collaborateur vis-à-vis de son entreprise. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça fait pas, et il y a donc en général une référence au contrat de travail, parce que quand vous avez un contrat de travail, vous signez votre charte d'éthique, les comportements attendus dans l'entreprise. Ils ne sont pas du domaine du règlement, ils sont dans le domaine du comportement et du bon sens la plupart du temps. Donc, et puis j'imagine là il faut faire travailler DRH, direction marketing, enfin voilà, tout ce monde doit travailler ensemble. Alors justement, comment ça se passe? Je vais m'adresser à vous, Rodolphe Roux du groupe SEB, vers l'extérieur. Alors comment on gère toutes ces marques, tous ces pays? Il faut être présent, parce on fait peut-être pas encore du commerce en tant que tel sur Facebook ou sur d'autres réseaux, mais voilà, ça fait avancer la marque, ça fait bouger l'entreprise.
Alors, c'est vrai que le groupe Seb, c'est des marques comme Roventa, Krups, Moulinex, Calor, Lagostina, Allclad, Seb, Tefal. Et la chance que l'on a, nous, c'est qu'on a un sujet, on gravite autour de 3 sujets qui sont très social par nature, qui sont l'alimentation, la cuisine, le bien-être, la décoration. Et donc on a cette chance-là incroyable, c'est qu'on est naturellement dans des sujets sociaux. Moi, là, c'est anecdotique, mais la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé, j'ai visité les usines et je suis allé voir les gens et je me suis rendu compte, ce matin on parlait de storytelling, je me suis rendu compte du formidable, la capacité d'un groupe à raconter des histoires sur chacun de ses produits, sur lui-même, sur sa culture. Première chose, par exemple, je disais, tiens, ça veut dire quoi Seb ? Tout le monde utilise et connaît cette marque Seb. Et du coup, la première réponse, c'était de dire, c'est la société d'emboutissage de Bourgogne. À partir de ce jour-là, en fait, la transformation, elle s'est faite assez naturellement et on a dit, on va devenir bi-social. C'est-à-dire qu'on a considéré que ce qu'on allait faire, toute l'équipe digitale, c'est pas déclarer qu'on était dans le digital. On n'est pas sur Facebook, on est dans Facebook. Anecdotiquement, on me disait, mais comment tu fais pour passer tout ce temps sur Facebook ? Je dis, je ne suis pas sur Facebook, je suis dans Facebook. Qu'est-ce que ça nous a obligé ? Ça nous a obligé à structurer. Et on a pris en main 4 piliers. Le premier, c'est qu'on a créé une machine à développer des contenus, parce que quand on est social, quand on veut être bi-social, il faut être 365 jours par an sur Internet. Il faut faire vivre les pages. Et donc on a développé et on a mis en place des process en 1 an pour développer une machine à contenu, pour raconter des histoires sur tous nos produits, sur toutes nos marques, et dans tous les pays dans lesquels on est présent. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis un pilier qui a été un pilier de distribution de ces contenus, parce qu'en effet, comme le disait ce matin encore un des interlocuteurs, à quoi ça sert d'avoir la plus belle histoire si personne ne les voit ? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé d'arrêter d'investir ou de surinvestir sur nos sites internet, mais on va surinvestir sur YouTube, créer des chaînes de télé sur toutes nos marques, en tout cas nos principales marques, les marques mondiales. On lance d'ailleurs aujourd'hui la YouTube channel de Tefal, qui est notre marque référente au niveau mondial, la Tefal Brand. Je vous encourage à aller sur youtube.com/Tefal Brand. Elle est juste toute fraîche, sortie aujourd'hui. Et donc YouTube, c'est pour nous le moyen de toucher beaucoup plus de gens, d'être à la fois dans le réseau network et en même temps de pouvoir se servir de YouTube comme le player mobile, le player sur les tablettes, le player du quotidien finalement, et c'est ça qui nous intéressait. Le troisième pilier, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'e-business. Donc nous, on ne parle pas d'e-commerce, on parle de business. On est un groupe, tout à l'heure on en parlait, qui a une culture très commerciale, dont le développement s'est fait sur la vente dans les pays. Et qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a mis en place un système qu'on a appelé Digital Ready. Et Digital Ready, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maturité des marchés en termes d'e-business n'est pas la même. Quand vous allez en Corée du Sud, le site Tefal en Corée du Sud, c'est 320 000 visiteurs uniques par mois. C'est juste énorme. C'est-à-dire que même moi, le matin, je me dis, mais comment ils font les gens pour aller sur le site Tefal, quoi ? Donc, au Japon, c'est 370 000 visiteurs uniques par mois, parce que la marque Tefal, c'est une marque de luxe au Japon et en Corée. Donc, vous voyez, pour nous, Français, Tefal, c'est une marque de poil, et pour eux, c'est une marque qui est une marque de luxe. Donc, rien que ça, c'est déjà un choc culturel. Pour moi, en tant que marketeur, c'était déjà quelque chose d'incroyable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce programme, qui est un programme qui s'appelle Digital Ready, et qui, en fait, est un programme qui permet à tous les pays de choisir son moment pour y aller ou pas. Y aller ou pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit accompagner le développement du business de nos distributeurs classiques. Aujourd'hui, Darty.com, je crois que c'est 12 ou 13% de son chiffre d'affaires. C'est l'équivalent des 3 plus gros magasins Darty. Donc c'est évidemment un de nos gros partenaires, un de nos gros clients. Mais Amazon, c'est aussi le 10e client du groupe. Et dans certains pays, il représente une grosse partie du chiffre d'affaires parce que la maturité de l'e-commerce est très forte. Et donc, il nous fallait accompagner et trouver des solutions technologiques pour accompagner. Et dans certains autres pays, on est présent par nos propres marques. Donc pour répondre à des questions sur est-ce que nous, on a des marques qui sont présentes naturellement ? Ben oui, on a une marque qui s'appelle Allclad, qui est une marque de luxe très premium américaine, où on a notre site e-commerce et un site e-commerce mondial.
Alors on a compris, Seb c'est bien, mais alors qu'est-ce qui se passe quand ça se passe moins bien? Quand il y a des produits qui vont pas bien, qui sont détériorés, qui ont un vice de fabrication, comment vous êtes organisé chez vous? Alors d'abord, on est organisé par pays, parce qu'on a un service après-vente par pays. Donc déjà, ça facilite la démarche, parce que la proximité lors de problèmes est fondamentale. Et c'est pas parce qu'on fait du digital qu'on doit oublier que ce qui fait la force d'un groupe industriel, c'est sa capacité à faire de la proximité, à interagir avec ses consommateurs au quotidien, près de chez lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement structuré les choses au niveau du corporate de l'équipe française, puisqu'on est pilote sur tous les pays. Et ensuite, on a identifié des bons partenaires, des agences, souvent, qui viennent en effet nous accompagner dans la gestion de notre community management, qui ne traitent pas les sujets sensibles. Les sujets sensibles restent en effet dans le traitement des managers locaux. Donc ce matin il y avait des intervenants qui parlaient notamment des managers 2.0 qui étaient capables de gérer les crises. En effet, les gens qui gèrent les crises, c'est des niveaux chefs de groupe, directeurs marketing, qui sont localement présents, qui répondent aux questions sensibles. Un produit qui explose, quand ça arrive presque jamais, mais parfois il y a des consommateurs qui tombent sur un produit défectueux, donc ils viennent se plaindre. Et depuis que nous avons mené toutes ces opérations, c'est-à-dire un process avec des agences, relié à du SAV assez direct, en une demi-heure à peu près en moyenne, on est capable de gérer une mini-crise de ce type-là. Et l'effet, il est super intéressant parce que, encore une fois, l'autre fois en Allemagne, on a eu un Allemand qui a acheté une cafetière, Krups, et il a eu un problème avec sa cafetière. En une demi-heure, il était géré. Et le Graal pour nous, c'est qu'il revenait sur la page et qu'il disait incroyable, en une demi-heure mon problème était réglé. Ça sert dans les deux sens. Et là d'un coup c'est en effet hyper positif, positif pour la marque, mais aussi positif pour les équipes et puis positif pour les consommateurs. Isabelle Falkpurt. Oui, non. Je crois qu'effectivement, le gros intérêt et en même temps le gros danger des réseaux sociaux, c'est que c'est une caisse de résonance absolument fabuleuse. Donc la moindre difficulté prend des proportions tout à fait importantes. Donc pour ce qui est de la CNIL, nous, on essaye d'accompagner les entreprises utilisatrices en leur donnant un certain nombre de conseils de base, en leur donnant des conseils sur la sécurité, des conseils sur la responsabilité qu'elles peuvent ou ne peuvent pas avoir. Et moi, je me sépare un tout petit peu de mon voisin. Je crois que malheureusement aujourd'hui, les règles juridiques sont quand même pas extrêmement claires. Et on n'est pas totalement sûr de la réponse juridique si il y a un propos extrêmement négatif qui est prononcé contre une entreprise, qui peut aller extrêmement loin, parce qu'effectivement, ça peut même mettre en cause des secrets d'entreprise. Jusqu'où va la responsabilité de l'entreprise? Où commence la responsabilité de l'individu qui s'exprime à ce titre? Très franchement, on a des décisions qui vont dans chacun des sens aujourd'hui. Donc je crois que le premier principe, effectivement, pour une entreprise, c'est quand même un principe de prudence, d'utilisation de ces réseaux, parce que ce sont des outils absolument fabuleux, mais en même temps de prudence. Je voudrais juste également témoigner peut-être en tant que, à la CNIL, créateur de réseau social au sein de la CNIL. Vous avez posé la question finalement, pourquoi est-ce qu'on met en place un réseau social ? Nous nous sommes posé la question finalement, est-ce qu'il ne nous faut pas un réseau social interne, voire une communauté extérieure ? Et dans un univers comme celui de la CNIL, je peux vous dire que c'est une question qui est assez atypique, parce que c'est un organisme public de culture administrative très verticale, donc la notion de réseau et de communauté, c'est franchement pas naturel. En fait, moi j'ai souhaité développer ce type d'outil parce que c'est la seule réponse par rapport à une organisation qui fait de la production intellectuelle, aux besoins d'interdépendance vis-à-vis de l'extérieur, aux besoins de transversalité interne, et c'est un besoin qui s'exprime, je dirais, dans toutes les enceintes professionnelles. Donc on est en train de construire, nous aussi, un réseau social et d'expérimenter, je dirais, toutes les questions qui sont posées ici. Donc on est à la fois conseiller externe et en même temps praticien interne. Donc on attend, quelqu'un dit la CNIL sur Facebook,
On attend On est sur Facebook. Vous êtes sur Facebook. On est sur Facebook et je vais faire quand même un peu de publicité. Nous avons lancé sur Facebook, il y a de cela quelques temps, enfin 3 semaines, une vidéo interactive qui s'appelle Share the Party et qui est quelque chose à destination des jeunes qui vise justement à leur faire prendre conscience du fait que lorsqu'ils partagent des contenus, et c'est extrêmement simple sur Internet, c'est pas simplement un jeu facilité par un téléphone portable en l'occurrence, c'est quelque chose qui entraîne des responsabilités qui affectent réellement les gens qui sont sur les dits contenus. Et donc on a tout un système de petits scénarios qui se déroulent au sein d'une fête avec des ados et on fait tester aux uns et aux autres, selon les choix qu'ils font, les conséquences de leurs choix par rapport aux individus qui sont sur les photos et sur les séquences vidéo. Donc je vous invite, Share the Party. Juste un mot sur les ventes, puis après je reposerai une question à Françoise Gris. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'objectif de vente via ces réseaux sociaux? Non, on a un constat, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, encore une fois, le principe, c'est d'être présent quand le consommateur va le décider. C'est-à-dire que le jour où, en effet, il y aura une demande sur les réseaux sociaux d'avoir la capacité d'acquérir un produit, quel qu'il soit, un service aussi, on sera présent. Et on est déjà en train de préparer en effet les conditions pour... Mais encore une fois, pour nous, l'enjeu, c'est d'être dedans. Et donc, quand on est dedans et quand on connaît le système et quand on est dans l'écosystème Facebook, il y a des règles éthiques sans aucun doute et ça nous oblige à être éthique d'ailleurs. Ça oblige le groupe à être, les entreprises, ça nous oblige à faire attention à des choses partout. Nos hommes politiques l'autre fois ils expliquaient qu'il faut qu'ils fassent attention à tout ce qu'ils disent. Nous aussi il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait. Et du coup, le jour où en effet le marché sera mature, le jour où les Américains, si c'est eux qui mettent le premier, voudront acheter sur Facebook, on aura juste à appuyer sur un bouton pour le faire. Et c'est ça être social pour moi. C'est d'être en instantané au moment où le consommateur le décide et pas de l'imposer, pas de se mettre dans une position d'imposition. Françoise Gris, dans l'activité de Manpower, évidemment les réseaux sociaux c'est important parce que vous gérez des ressources humaines, vous avez aussi une activité service. Alors comment ça se gère aujourd'hui justement vers l'extérieur? Comment vous dites, quand vous regardez les candidats sur les réseaux sociaux, voilà, quelles sont les bonnes pratiques, puis les risques, les obstacles que vous essayez de contourner? Alors on est au début de la chaîne et j'aimais bien le 1% du parcours de tout à l'heure parce que je pense qu'effectivement on est au tout début. Et assez curieusement, ce tout début, il commence par dire que 80% des recrutements se font au travers du web. Donc c'est un début où on a l'impression déjà d'avoir fait des tas de choses, ce qui fait que la plupart de nos patrons vont dire on y est déjà, ou on utilise déjà. La réalité, c'est que toute la chaîne de valeur, ou toute la chaîne de valeur que nous avons entre nos candidats que nous recrutons et nos clients auxquels nous offrons les profils ou les compétences dont ils ont besoin, risque d'être bouleversée dans ce qui est notre valeur ajoutée. Et alors c'est facile à dire, donc on peut se dire aujourd'hui qu'au lieu d'être des experts de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire l'identification de CV qui sont partout sur le web, on va devenir des animateurs de communautés professionnelles ou des agitateurs de communautés professionnelles parce que il faudra créer un lien entre notre marque, entre nos recruteurs et tous ces professionnels qui sont déjà sur les réseaux sociaux pour être vus en tant que professionnels. La deuxième chose dont on peut se dire qu'il est sûr, c'est qu'il va falloir passer d'un mode très réactif à un mode prédictif et proactif. Troisième chose, c'est sur le web, il y a de tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et la marque employeur, ça existe dans les entreprises, ça commence, mais la marque individuelle commence aussi. Donc chacun travaille sa carte professionnelle sur le web de façon très, très structurée. Et derrière tout ça, il y a des choses qui sont tout à fait justes et puis des choses qui sont un peu moins justes. Donc on est des valideurs, je ne sais pas si le mot existe, de compétences aujourd'hui. Il va falloir passer à un mode d'identification, d'évaluation de ces compétences. Alors une fois qu'on s'est dit ça, la question c'est comment on le fait.
hein. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'à l'intérieur de l'entreprise, on a toute une série de choses à transformer. Les processus, les systèmes d'information, il faut avoir les bonnes données. Et la tentation serait de ne focaliser que là-dessus et de se poser la question, parce qu'il y a des questions qui sont compliquées sur jusqu'où on développe nous-mêmes, jusqu'où on utilise juste ces technologies qui existent aujourd'hui, et les Facebook, Google de la Terre sont en train évidemment d'investir ce monde de la sphère professionnelle et du recrutement, parce que c'est une grosse partie de la vie sociale des individus. Est-ce que on est seulement utilisateur, ou est-ce qu'il y a des bouts de technologie qu'il faut absolument qu'on investisse? Je crois que le vrai sujet, même si celui-là est lourd, c'est de travailler sur les comportements. Donc comportement éthique, on l'a vu, on y revient. Comment nos recruteurs se comportent-ils sur le web, hein? Il ne s'agit pas là juste de savoir comment ils parlent de Manpower ou comment on s'identifie à nos marques, ou nos autres marques, à Experis par exemple. Il s'agit vraiment de savoir de quelle façon nos candidats vont utiliser ces réseaux sociaux. Et là aussi, beaucoup de sujets viennent du bon sens, mais les frontières juridiques sont loin d'être évidente, quelle est la responsabilité, et nous considérons que notre responsabilité est engagée jusqu'au fond, parce que c'est comme ça que nous serons plus prudents. Et puis surtout, comment va-t-on travailler sur nos points d'appui, ce qu'évoquait Catherine Barbat de tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont nos points de valeur ajoutée, comment on les construit, comment on les teste, et pour ça il faut que nos managers, nos patrons aient envie de le faire. Et donc là, il y a tout un changement autour de il y a un changement majeur. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude de The Economist Intelligence qui dit que si 75% des patrons de business pensent que les réseaux sociaux vont impacter très sévèrement ou de façon importante leur business, seulement la moitié d'entre eux, 37% de ces 75%, considèrent que leur organisation va être capable de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont des vrais doutes sur leur capacité managériale à aborder ces nouvelles phases de transformation. Et bien évidemment, partie prenante de leurs soucis, c'est la culture de l'entreprise, la culture numérique de leurs managers, la culture numérique de leurs collaborateurs. Encore une fois, on va un peu rapidement considérer que tout le monde sait. Non, beaucoup de jeunes y sont, beaucoup de moins jeunes y sont aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un usage intensif de tous ces outils-là. Et donc, il y a un champ de transformation, d'accompagnement des organisations et des métiers et des compétences et de la culture d'entreprise qui est gigantesque. Différent, tout à l'heure vous avez dit, on a fait une première étape déjà avec le web, on a l'impression, on pourrait presque basculer quelques années en arrière, quand on parlait de l'arrivée d'Internet, de l'arrivée du web, avec une structure pyramidale qui se transformait, on avait une structure plus ouverte, on n'avait plus toutes ces strates. Oui, mais ça a été, finalement, le e-business a prolongé un certain nombre de processus, on les a ouverts, ça a demandé beaucoup d'investissement à l'intérieur de l'entreprise, mais on était encore dans une organisation par processus relativement structurée. Là, on va bouleverser totalement la chaîne. Et un certain nombre de maillons vont être complètement désintermédiés, alors que d'autres vont devenir très importants. Et je pense que la transformation que nous avons devant nous est beaucoup plus profonde dans les organisations que ce que nous avons vécu avec e-business. Est-ce que vous jouez un peu sur le rôle d'ambassadeur aussi chez SEB, mais chez Manpower, vous pouvez repérer des gens qui travaillent avec vous, qui sont plutôt satisfaits, et vous en servez pour être des ambassadeurs à travers le réseau social? Est-ce que vous avez des process aussi qui se mettent en place? Alors bien sûr, l'étape ultime, une fois qu'on sait d'ailleurs ce qu'on veut faire, c'est que chacun des collaborateurs d'une entreprise, d'une organisation, soit un ambassadeur actif, proactif sur les réseaux sociaux et représente sa marque. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi accepter que les choses vont pas toujours de façon positive. Donc jouer jusque-là, ça veut dire accepter aussi le risque que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un collaborateur qui ne soit pas content et qui exprime son mécontentement par rapport à l'entreprise. Donc c'est évidemment le stade, je dirais, ultime de la maîtrise de son sujet. Et pour être earned, il faut que tous les collaborateurs d'entreprise soient effectivement les ambassadeurs de la marque. Alors,
Un dernier mot, parce qu'on doit prendre un duplex à Paris. En 20 secondes, c'est les ambassadeurs de produits. Vous les repérez vous repérez des tribus de consommateurs vraiment en 30 secondes, Rodolfo? En 30 secondes, c'est très compliqué, mais oui, en effet, on a la chance, nous, d'avoir des gens, des consommateurs, souvent je dis des vrais gens, qui sont fans de nos produits. C'est pas de notre faute, hein, on voudrait faire autrement, mais on n'y arrive pas. On les cible pas pour les cibler, c'est-à-dire que on n'est pas dans une démarche. Juste, moi, je veux pas. On a la chance d'être sur des territoires d'expression. Nos consommateurs ne sont pas des gens qu'on va chercher comme si à la pêche. On n'est pas dans ce rapport-là. On développe des produits, et je pense que moi, c'est ça que j'ai envie de dire. On développe des produits qui sont innovants, qui tendent à répondre aux besoins de consommation de quotidienneté des clients, qu'ils soient en France, en Corée, au Japon. Et on leur propose, s'ils ont envie de venir nous voir et d'en parler, tant mieux. Et c'est ça la force du Be Social. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci.